Oui. C'est bon? Oui. Ah, voilà. Donc merci Ousmane, non Boubacar plutôt, Boubacar m'avoir donné la parole. Je ne serai pas très long. Je ne serai pas très long parce que je crois que la salle a aussi envie de discuter. Je vois que les gens sont en train de trépigner d'impatience. Moi, j'aimerais partir en fait de faits et de chiffres pour signifier à M. Diawara que le diagnostic qu'il pose sur le patient mauritanien est tronqué et quelque peu bancal. Je reviens sur quelques points, quelques chiffres. La Mauritanie, bon, je vais évoquer comme ça rapidement différents domaines. Le système éducatif mauritanien est en déclin. Le pourcentage de réussite au bac l'année dernière, je crois, était de 7 ou 8%, si mes souvenirs sont bons. Première chose. Deuxième chose, la Mauritanie, sur 177 pays évalués par l'indice de développement humain, occupe le 153e rang. Ça signifie quelque chose. Le taux de criminalité, la grande criminalité et la petite criminalité, à Nouakchott, ont accru. Il y a une recrudescence. Nouakchott, selon un travail qui a été fait par des urbanistes étrangers et mauritaniens, nous disent que Nouakchott est bouchée, est une capitale bouchée, et que près de 60% de la population mauritanienne vit à Nouakchott. Est-ce que vous imaginez 60% de la population vit à Nouakchott? Ce qui signifie que les périphéries ont été abandonnées. Ce qui signifie que la province a été abandonnée et que les gens affluent, il y a un exode rural massif parce que personne ne trouve du travail à l'extérieur de Nouakchott et que tout le monde se sent contraint de venir à Nouakchott. Nouakchott est devenue une capitale bouchée. La situation des droits de l'homme. Aujourd'hui, on a parlé, Biram Oul-Abeid, etc., mais je ne parle même pas lui seul. Biram Abeid, les représentants de Kautal sont aujourd'hui emprisonnés. Et comme Haïmoud Ba l'a si bien dit, on vote des lois et les principaux protagonistes sont en prison. Quel est le sens d'un dialogue politique si celui qui est arrivé deuxième aux élections présidentielles n'est pas associé à ce dialogue? On nous dit qu'il ne faut pas des préconditions, qu'il ne faut pas des préalables pour aller aux négociations. Celui qui sait un peu comment est-ce que la diplomatie de la paix se passe, sait très bien que des prérequis, des préconditions sont nécessaires pour aller au dialogue. On ne peut pas imaginer, par exemple, Cuba, je vous donne l'exemple de Cuba. Castro, discutant avec Obama, exige que le Cuba soit retiré de la liste des États soutenant le terrorisme. C'est une précondition. On ne peut pas imaginer la Palestine allant négocier avec Israël, avec le Likoud, sans que le principe d'un territoire à deux États ne soit acté. C'est une précondition. Donc, le dialogue, dans toute situation, nécessite des prérequis, des préconditions, et ça, c'est légitime. Moi, je regrette une chose ici, c'est que Ba Haïmoud, malheureusement, ne soit pas représentant du FNDU. Parce qu'il FNDU. Parce qu'il y aurait aussi des choses à dire. On a le sentiment qu'en Mauritanie, l'histoire semble se répéter à l'infini, qu'il y a un blocage. Le FNDU, c'est quoi? Ce n'est que le prolongement du FNDD. Ce n'est rien d'autre que le prolongement du FNDD, de mon point de vue, parce que on va encore à des négociations, sachant que Dakar a été un échec, Dakar n'a pas été respecté, Dakar 1 et 2 n'ont pas été respectés. Heureusement qu'on avait la médiation de Ouad à l'époque, qui est parti. Aujourd'hui, on se retrouve, c'est un face-à-face où évidemment Aziz sort gagnant, parce que de toute manière, les quelques voix dissidentes, inhabituellement dissidentes, sont soit emprisonnées, soit muselées. Les artistes même qui avaient cette petite espace de liberté là dans lequel ils pouvaient dire à peu près ce que les gens pouvaient entendre de potable sont muselés. Je parle ici des Aoulad El Bled par exemple, qui est un exemple flagrant. Aziz, nous en tout cas au départ, nous avions cru que son arrivée au pouvoir a été finalement le début d'une libéralisation à la fois démocratique, mais aussi une forme de revitalisation de l'expression démocratique. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on voit bien que tous ces gens sont muselés. Que à la fois les musiciens sont muselés, les politiques sont muselés, les défenseurs des droits de l'homme sont muselés,
et que finalement, il est dans un dialogue avec lui-même. C'est un dialogue, c'est un monomaniaque, c'est quelqu'un qui discute avec lui-même. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui discute avec lui-même? Quelqu'un qui, à la télé, passe à la télé et demande, quand on lui pose une question qui dérange quelque peu, décide d'interrompre l'émission. C'est un système, et on est ici dans une forme d'autoritarisme. C'est un système autoritaire, il faut dire les mots, c'est un système autoritaire. Les gens, on parle ici on est dans des approches très conceptuelles. Mais quand vous demandez aux gens ce qui se passe le quotidien, ils vous parleront de la cherté de la vie. Nous n'arrivons plus à vivre. Il y a une défiance tellement grande à Nouakchott, en Mauritanie, en ce moment, qu'on ne peut pas imaginer finalement qu'Aziz soit légitime. Pourquoi est-ce que Aziz n'est pas légitime? Il est déjà dans un travail de légitimation et de notabilisation qui date de 2008. Depuis 2008, Aziz travaille à légitimer son pouvoir, à notabiliser son pouvoir. Vous disiez tout à l'heure que à son arrivée au pouvoir, il a tendu la main, il a voulu discuter avec les membres de l'opposition. Il n'avait pas le choix. Il avait besoin de légitimer son accès, l'accès brutal au pouvoir. Les Mauritaniens, en tout cas de ma génération, n'ont jamais rien connu que des coups d'État. À tel point que pour moi, ce qui est normal, c'est accéder au pouvoir par la force. Je ne peux pas imaginer qu'en Mauritanie, on puisse accéder au pouvoir démocratiquement. Ce n'est pas possible de mon point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, on est encore traumatisé par ces coups d'État. Aziz reproduit le même schéma et il est en permanence dans un travail de légitimation. Et effectivement, la question que pose Boubacar Diagne est très importante parce que pourquoi arriver presque au bout de son mandat, essayer de relancer un dialogue qui, de toute évidence, conduirait à deux choses. Soit il décide de se maintenir au pouvoir, soit on reproduit un schéma à la Poutine-Medvedev. C'est les deux options que moi j'envisage en ce moment. Et très honnêtement, et j'en finirai par là, comme ça on pourra discuter. Je pense que le rôle du FNDU dans cette histoire, je pense que le rôle du FNDU et du pouvoir est similaire, parce que finalement ils sont dans des intérêts court-termistes. On est dans des logiques court-termistes, on n'est pas. Je me demande même ce que le FNDU propose comme projet de société alternatif. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la conquête du pouvoir, dans la conquête d'intérêts, d'avantages immédiats. Et c'est bien là le souci. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce que Biramda Abeid est aussi... sa voix est aussi importante en Mauritanie? C'est qu'il pose des questions concrètes. Il pose des questions qui vont beaucoup plus loin. Qui travaillent dans l'avenir, qui sont aussi à la fois une refondation de l'avenir, du présent et de l'avenir de la Mauritanie. Ce qui n'est pas le cas du FNDU, parce qu'à chaque fois qu'on les entend parler, c'est uniquement pour les élections. Élections, les conditions de l'élection, les conditions du scrutin, etc., etc. Et ça, évidemment, pour un Mauritanien qui n'arrive pas à manger tous les jours, c'est exaspérant. C'est le mot, c'est exaspérant. Moi, le bilan que je pose, en tout cas, je pense que le diagnostic que pose M. Diawara manque de clarté. De mon point de vue, M. Diawara manque de clarté, et le FNDU, malheureusement, le FNDU n'est pas là. Je pense qu'ils sont finalement dans cette même stratégie court-termiste, et ça pose effectivement problème. Merci.